Alors, nous reprenons après la pause. Cette fois-ci, nous allons parler de la leçon 2, parler des critères d'analyse et chantier photogrammétrique. D'accord? Alors, les critères d'analyse, c'est quoi? C'est que dans une photo, comment est-ce qu'on peut interpréter les objets en s'appuyant sur un certain nombre de critères, hein, de niveau de gris, couleur, les critères de forme, euh, ainsi de suite, d'accord? Et puis, un chantier photogrammétrique, c'est quoi? Comment doit-on mettre en place un chantier photogrammétrique, d'accord? Alors, donc, on va parler des critères et puis parler d'un déroulement des chantiers photogrammétriques. Bien, on a déjà parlé des vecteurs, d'accord? L'antenne est équipée d'un GPS et d'une caméra et qui va respecter un plan de vol. Alors, voici ici dans la première page un exemple de plan de vol. Vous voyez un plan de vol? Donc, faire de la photogrammétrie, c'est aussi faire de l'acquisition. Donc, savoir planifier un plan de vol et savoir définir des paramètres de vol et aussi, quand on parle des paramètres de vol, ce sont les lignes, l'altitude, la caméra à utiliser et le nombre de photos pour couvrir la zone. Donc, toutes ces choses-là se font à travers une mission photogrammétrique où on effectue un certain nombre de calculs, d'accord? Alors, avec la photogrammétrie, on va définir des positions. On va aussi définir des formes et les dimensions d'un objet, d'accord? Et pour cela, euh, dans le déroulement des chantiers photogrammétriques, on aura besoin d'une préparation de la prise de vue. Alors, il y a la préparation, il y a la trajectoire à définir, la stéréopréparation, on en a parlé, les points d'appui, la signalisation, l'aérotriangulation, la restitution cartographique, la restitution photogrammétrique, pardon, sont des étapes. Hein. Tout cela, on les a définis là-bas. La mise au point définitive afin de produire des livrables. Bien, au niveau de la photo-interprétation des données, on va s'appuyer sur des critères photogrammétriques. Les photos aériennes que vous allez disposer, vous allez faire de la photo-interprétation sur ces photos-là. Donc, pour faire cette il y a des critères photogrammétriques qu'il faut savoir. Hein, les tons, hein, la forme, la taille, hein, la situation, les ombres, la texture et puis la structure. Donc, on s'appuie sur tous ces éléments-là pour faire de la la photo identification, d'accord, pour identifier un objet dans une photo. Alors, voici par exemple la tonalité. Hein, vous voyez ici, sur la photo, on a un ton un ton qui comment, qui passe du. Bon, ici, on voit une discontinuité parce qu'il y a deux tons différents. Donc, on voit un ton bien marqué en gris et l'autre, gris noir et l'autre est gris clair. Vous voyez, non? Donc, on peut identifier des parcelles à partir de un objet va avoir un ton unique et uniforme qui va délimiter soit une forme géométrique connue ou pas connue. D'accord? Donc, à partir de ces tons, on va identifier des objets. C'est compris? Donc, ces différents tons-là, on va avoir dans l'image, comme c'est en blanc et noir, voici l'échelle des tonalités. Donc, cette échelle-là va permettre d'identifier des objets en partant du blanc au noir. Donc, on va partir du gris clair au gris noir. Est-ce que vous voyez? Donc, selon la variante des tonalités ici, on saura quel est l'objet en question qu'on veut identifier. C'est compris? Donc, par des variations de ton. Alors, les formes, dans la photo, on va avoir des formes et on va reconnaître des objets à travers les formes. Si c'est un véhicule, on a la forme d'un véhicule.
Oui. Si c'est quelque chose d'ovale, quelque chose de elliptique, quelque chose de carré, de trapézoïdal, en fonction des formes, on va identifier les objets. D'accord? C'est juste de connaissance. La taille également, hein, ça intervient. Bien. Donc, la position des objets. Par exemple, on parle de. Alors, je vais identifier l'objet. Je vais m'appuyer sur la situation de l'objet. L'objet est situé où et comment? Est-ce que vous voyez? On dit ici, c'est une école. Qu'est-ce qui va me faire dire que c'est une école? Donc, je vais m'appuyer sur le voisinage, sur sa situation, ça, hein, pour identifier l'objet. Est-ce qu'on peut identifier un terrain de football, euh, un grand terrain de football, hein, dans un quartier, champ de, dans le champ de. Donc, il y a des situations qui permettent de confirmer que ah, l'objet peut être présent. Est-ce qu'on peut avoir dans cette photo-là hein, l'océan ou bien la mer quelque part là? Non. Vous voyez, non. Donc, la proximité, le voisinage va me permettre d'identifier l'objet, compte tenu de la position dans l'ensemble. C'est comme on cherche euh, un centre de santé et puis on est dans une zone de culture là-bas ou bien dans. On ne peut pas identifier une zone de santé là-bas. Bon, c'est pas si on se comprend. Hein? Alors, vous lisez pour bien comprendre. Hein? Alors, on dit le critère est basé sur la localisation spatiale d'un objet, hein? Donc sa position relative avec un autre objet qui est proche. Alors, l'ombre, voilà. Dans cette image, qu'est-ce que vous voyez? Dans la photo, nous avons des taches blanches. Ces taches blanches là, ce sont des nuages. Alors, ces nuages cachent l'information qui est en bas, n'est-ce pas? Mais ces nuages-là, par rapport au temps, par rapport à la durée, par rapport au déplacement du soleil, l'ombre, si le soleil est au zénith, le nuage, on va voir la tâche, on va voir le nuage, mais on ne va pas voir l'ombre. Si le soleil va se déplacer selon un certain décalage, alors on va avoir le nuage sur l'image, mais aussi l'ombre du nuage. Voilà. Alors, si, ici, on parle de ombre par rapport au nuage, mais un immeuble qui est là, l'immeuble peut projeter hein, une ombre, d'accord. Et on peut, en fonction du temps, s'il est 13h, 14h ou 15h, en fonction du temps, on peut connaître le soleil au zénith et puis le soleil va se coucher. Donc, en fonction du temps et de la taille de l'ombre, on peut estimer la hauteur de l'immeuble. D'accord? Ça, ce sont des calculs qui se font en photo-interprétation là. Vous allez voir tout ça. Alors, la texture, c'est le mode d'agencement en parlant de granulométrie. Hein. Par exemple, ici, on va dire c'est une texture fine, texture moyenne, texture grossière. Donc, en fonction de la texture, on peut identifier les objets. Vous voyez, non? Voilà. Texture, ici, on a dit 10. Hein. Voilà. La structure, alors, la distribution spatiale et uniforme des objets. Hein, on va avoir des structures parcellaires, rectangulaires, ou ainsi de suite. Des structures ponctuelles, voilà. Bien, ce qui nous intéresse, c'est le déroulement des chantiers photogrammétriques, les paramètres temporels de vol, d'accord? Vous lisez, hein? Donc, il faut avoir une valeur, une fourchette, hein, la période de l'année, hein,
Voilà. Il faut être dans un bon temps pour effectuer ces missions-là. L'heure du jour, par exemple, vous allez définir l'heure du jour selon que la zone, il y a moins de nébuleuses, hein, vous allez pouvoir euh, valider le vol. Alors, on va choisir aussi la caméra, le type, le déroulement du chantier, le type de caméra, d'accord? Donc, voici deux caméras avec des focales différentes. Alors, il y a, lorsque on est, ça c'est, la distance focale ici est faible, non? C'est la, quand on prend C2, C2 est plus petit que C1, non? Alors, lorsqu'on est au C2, la focale est petite. La focale est petite, vous allez voir que la prise de vue, là, cette distance de là et là, hein, il y a une grande emprise. Alors, si la focale est grande, on va avoir une petite emprise, n'est-ce pas? Donc, voilà des caractéristiques de la caméra. Donc, on va prendre des images dans le rouge, dans le visible. Le visible, c'est rouge, bleu, vert. D'accord? Il y a une échelle de restitution qui permet, à travers euh, qui permet de mettre en relation l'échelle de l'image en tenant compte de la distance de prise de vue. D'accord? Ce sont des tableaux qui sont comme qu'on peut consulter et faire des rapprochements, quoi. Les prises de vue, vous voulez une carte à n'importe quelle échelle. Alors, si vous voulez une échelle de 1/10 millième, voilà, voici les spécifications approximatives que vous devez respecter. Voilà. Juste des catalogues pour consulter. La direction des axes de recouvrement, voilà. Tout ça, ce sont des reprises de la photo-interprétation. Vous allez voir le recouvrement longitudinal, latéral, et on va définir les valeurs de recouvrement. Mais en moyenne, un recouvrement longitudinal, ce sont des photos prises sur une même ligne de vol, on parle de recouvrement longitudinal. Et ces valeurs-là varient varient de 60%, on peut définir 60%, on peut dire 40%. Mais pour le recouvrement latéral, on parle de recouvrement stéréoscopique, hein, c'est environ 30%, hein, 30% de recouvrement latéral. Alors, voilà une photo recouvrement longitudinal, 60% au maximum. Et puis 50 ou 40, mais généralement 60%. D'accord? Mais lorsque, pendant le plan de vol, l'avion a fini cette ligne, l'avion va revenir en revenant, hein, sur une autre ligne parallèle là, qui est proche, voilà. Alors, le recouvrement ici est 30%. 30% au maximum. Donc, alors, les facteurs de sécurité, très bien. Les facteurs de sécurité au cours des prises de vue. Alors, on définit un facteur de sécurité comme étant quoi? Si je veux prendre photo de... Elle a un champ de palmier. Elle a la parcelle. Elle a combien d'hectares? Pour embaucher, on fait 200 hectares. Donc, 200 hectares. La zone est circonscrite, non? Vous avez le polygone de la zone. On peut entrer dans la tablette. Dès qu'on fait entrer dans la tablette, en même temps, la tablette a une application qui est liée sur le drone. Et le polygone est dessiné.
le, le contour de sa zone, là, on va convertir, c'est un fichier qui est en format shape, on va convertir en un fichier PMZ qui est pris en charge par Google Earth. D'accord? Et en même temps, la tablette, le programme va définir les lignes de vol. Donc, on choisit les paramètres, hauteur de vol, la caméra. On choisit, dès qu'on a défini, en même temps, il sort le nombre de photos. Et on va voir que les photos là couvrent exactement la limite de sa zone. Donc, si sa zone est limitée là, voilà sa zone, et exactement la photo passe ici. Oui, non. Donc, en définissant une ligne de vol comme ça, là, la limite de sa zone, il y a une photo, il y a des photos qui passent là exactement sur la même limite. Ça, ce n'est pas un facteur de sécurité. Le facteur de sécurité exige que, c'est vrai que sa limite est là, mais je dois ajouter une ligne de vol ici pour être sûr que euh, toute sa zone est inscrite dans le plan de vol. D'accord? Alors, donc, quand c'est comme ça, il faudrait qu'on mette une ligne de vol ici. On est de côté. Et donc, le facteur de sécurité aussi exige que, au cours d'une ligne de vol, je dois faire plus un au début et plus un à la fin. Je dois ajouter une photo à la fin et une photo au début. Vous comprenez? Voilà. Bien, donc voici le plan de vol. Voilà, voilà, voilà. Le plan de vol, vous lisez. Le calcul de plan de vol, voilà. Tout ce qu'on veut. Vous aurez des exercices où vous-même, vous devez calculer le nombre de photos pour couvrir une zone. Voilà. Donc, on va le faire dans le TP, ne vous inquiétez pas. On va faire tout ça, on va calculer. Voilà. Dès qu'on finit de calculer, ça reste et puis c'est fini. Alors, le déroulement des chantiers, voici par exemple le projet. Alors, ce que vous voyez ici, ça c'est le projet pour les avions. Hein. Comme nous, on va utiliser le drone, on va avoir le projet pour le drone. Bien, voici ici sa zone d'étude. Vous voyez que la photo à l'extrémité là passe exactement sur sa limite. Est-ce que ici là, j'ai un facteur de sécurité? Non. Je suis passé exactement sur ses limites. Le facteur de sécurité va m'amener à définir un plan de vol qui est tel que ce que vous voyez à droite là. D'accord? Bien, bien, bien. Après ça, qu'est-ce qu'on doit savoir? Comment on calcule le plan de vol? C'est l'organigramme qui est là. Donc, vous regardez. L'exécution du vol maintenant, la scénarisation, c'est pour éviter le vol et l'erreur. Hein, hein. Alors, les étapes ici, on va faire l'aérotriangulation, générer le MNT, création des orthophotos et faire la restitution. Ça, c'est la méthodologie là. D'accord? Donc, voilà pour ce qui est de cette leçon. Hein, la production des images numériques à très grande quantité constitue donc une chaîne de production photographique. Bon. Question? Vous lisez, vous prenez connaissance. Oui, s'il y a des questions, oui. oui, j'ai une question. Vu que vous avez parlé un peu de ce que nous verrons par rapport à la photographie pour la génération des mosaïques, des MNT, et est-ce qu'on on verra aussi par rapport à l'agriculture de précision, c'est-à-dire que la nature et l'aspect de la végétation? Bien. La nature, la fleur,
l'aspect de de la la végétation. végétation. Dit que on veut, vous voulez faire quoi? Vous voulez interpréter les types de végétation, c'est ça? Non, je veux parler plutôt de l'agriculture, en fait, de précision. C'est-à-dire que le plus souvent, ici, nous utilisons la photogrammétrie pour identifier les besoins en engrais de la plante. C'est-à-dire qu'on identifie ici, il y a un besoin de NPK et à travers la substance prolifique que contiennent, comme on appelle ça, la plante. Donc, on verra ça aussi. Bon, ce que tu parles là, ce sont des notions de spécialité. Alors ici, on est en UE transversal. UE transversal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on prend connaissance de ce que c'est que les photos aériennes, comment les utiliser, comment interpréter les informations, comment sortir le relief. Maintenant, en spécialité, si vous voulez interpréter tel que la thématique dont vous venez d'aborder là, alors là, on va en profondeur. C'est quoi? C'est qu'on va utiliser des données photos, on va sortir des orthophotos et là-bas, il y a une méthodologie pour l'utilisation des photos là. On fait des classifications, comment identifier les types d'objets, les plantes, et même voir à travers les surveillances, comme vous l'avez dit, on peut même aller avec les photos aériennes par photogrammétrie, identifier les plantes et même les maladies qui sont sur les plantes. Et on peut interpréter les réflectances issues de ces objets-là, de ces images-là, pour interpréter les sols et les propriétés des sols. Donc ça, ce sont des thématiques de spécialité. Nous, on ne fera pas ça. Nous, on va faire la topographie, le relief. Ok, ok. Voilà. Merci, prof. Okay. Alors, on est dans le temps. Hein. Bien, géométrie des images. Et l'autre, il n'y a pas de question là-bas. C'est lui seul ta question. Oui, si vous avez le lit avant de venir, vous allez avoir des questions. Oui, question? On va passer à la géométrie des images. Oui, j'avais une question, prof. Allez-y. Oui, parce que les logiciels que vous avez montré, il y a pas mal de logiciels payants. Et vu que, voilà, on veut éviter un peu le payant, donc par rapport au logiciel Open, là, quel logiciel on utilisera? Ou bien on va toujours se baser sur le Pixie4D Mapper? D'accord. Alors, si vous avez des données de photos aériennes, donc quand on va finir le TP, vous allez maîtriser le processus de traitement. Alors, vous pouvez utiliser comme le logiciel open source là. Parmi la liste des logiciels qui sont là, il y a des logiciels open source dedans. OK? Ah, d'accord. Maintenant, comment on appelle là? La liste des logiciels qui sont donnés, ce sont les logiciels dédiés, qui sont payants, mais aussi il y a peut-être des logiciels. Bon, un logiciel libre typique pour traiter les données photogrammétriques. Généralement, ces logiciels libres-là vont vous permettre de faire le traitement jusqu'à une étape, mais le reste, ils ne vont pas tout vous donner. D'accord? OK. Voilà. Comme nous, on a le PIS4D, ce qu'on utilise pour faire des études avec l'acquisition des données drone et puis faire travailler sur des projets pour les gens. Et donc, on essaie d'étendre cela, je ne vais pas dire le mot, mais on essaie d'utiliser la licence totalement pour que vous ayez pu travailler avec. D'accord? D'accord.
Alors, en termes de géométrie des images, il s'agit de les notions, l'écriture mathématique des images. Là, il y a assez de formules. Bon, mais comme on va pratiquer toutes ces formules-là, on vous épargne de tout ça, quoi. Hein. Donc, introduction à la perspective conique, la géométrie d'acquisition et les propriétés de la perspective. Là, on va faire de la géométrie. Comment modéliser une image, comment effectuer des corrections. Alors, les corrections, tout va dépendre de l'origine des déformations. Sur la caméra, il y a une manière de faire les corrections. Au niveau de l'environnement, hein, il y a une manière de faire les corrections. Alors, on peut être dans un avion à travers le hublot et puis on prend des photos. Il y a une manière aussi de faire ces corrections. D'accord? Et moi, je vois qu'aujourd'hui, les drones viennent nous épargner de tout ça. Oui. Alors, l'important, c'est de savoir que les erreurs et les méthodes, si on le sait, notre connaissance personnelle pure et la distance. Maintenant, ces erreurs-là proviennent des images à travers les avions. Avant, c'est comme ça en fait. L'hélicoptère va se prendre un avion dans les et maintenant, avec les drones, le drone a l'avantage, c'est que le drone se rapproche plus de l'objet. Et donc, la résolution est meilleure. Et l'avion, parce que l'avion, tu vois, par exemple, fait une photo sur le computer. L'avion, il y a une situation à laquelle la ne peut pas descendre. Et donc, l'avion va être confronté à la luminosité. Et parfois, la prise de vue n'est pas aussi. Donc, on est obligé de tenir compte de toutes ces corrections. Maintenant, avec les drones, on a des meilleures caméras qui sont installées sur. On a des écrans. Et donc, ça nous épargne de tout. Mais néanmoins, dans ces activités, on va parler, on va prendre connaissance que des déformations des erreurs existent. Et comment les trouver? Même si, avec les techniques d'aérotriangulation, on améliore, on fait, il y a les logiciels qui viennent maintenant faire ce travail-là. Donc, nous, on va faire ces calculs-là pour notre connaissance. Mais avec l'avènement des logiciels qui avec la discussion, on a épargné. Et donc, vous devez savoir quels sont les critères photogrammétriques pour planifier un plan de vol. Vous devez savoir quels sont les critères qu'on doit utiliser pour ait des données pour alors, pour le drone également, dès que vous positionnez le drone, il suffit de lui donner la zone d'étude. Dès que vous lui donnez la zone d'étude, en même temps, lui, il prévoit l'altitude de tout. Donc, là, c'est à vous de regarder. Ça dépend aussi si vous avez un super ordinateur. Donc, si vous n'avez pas un super ordinateur, les données là, vous serez obligé, est-ce que vous serez obligé de réduire ou d'augmenter l'altitude de vol pour avoir moins d'images, mais là, ça dégrade. Donc, vous êtes obligé de jouer sur les paramètres. Quand vous êtes d'accord, vous voyez déjà même, dès que vous donnez le nom,
Donc, et c'est trop. Donc, lui, il va changer les lignes de vol, puis choisir comme ça, comme ça, comme ça. Donc, au fur et à mesure, vous avez, quand vous êtes d'accord, vous validez. Et et en même temps, vous avez les images et ensuite, PC et comme ça. Créer un projet d'abord et à travers le projet, commencer les images. Oui. Alors, ici, on est au cours. On va faire des TT. Pour les TT, on va prendre peut-être 10 images et photos. Ça, c'est TT. Mais quand tu seras dans une entreprise, on dit c'est l'esprit de chauffeur, l'esprit et là-bas, là, c'est comme des hectares, des centaines d'hectares. Donc, c'est juste ta machine. Tu vas leur dire, pour traiter ces données, des super ordinateurs. Ils ont les moyens, ils vont ordinateur. Les gamers, cette 10e génération, bon, ma machine, c'est un gamer, 32 Go de RAM, 10e génération, et il y a un turbo là-dessus. Donc, dès que je lance les données, quand j'active mon turbo, en fonction de la capacité de traitement, j'ai le résultat en un temps record. Oui. Alors, bien, donc on va voir quelques informations. Alors, voici une image. Voici l'image au niveau de l'appareil, au niveau du centre optique, hein, et j'ai le terrain, le sol. Donc, l'objet est au sol et j'ai sa représentation ici. L'objet au sol a pour coordonnées X, Y et à une altitude. X, Y, grand X, grand Y, grand Z. La représentation de cet objet dans ma photo au niveau de la caméra. Voilà ça qui est là, petit m, il a X et Y. Il n'y a pas de Z là-bas. Et donc, la fonction mathématique est de transformer l'objet en image. Donc, on a la formule de l'image. Donc, ayant cette formule de l'image, le plan image est là, le plan négatif, le centre optique au milieu, S. Donc, vous voyez qu'il y a le point, c'est M. Voici la prise de vue. Donc, j'aurai mon point M qui est sur l'objet. Hein, sa correspondance, c'est le point petit m dans l'image. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Le point M est situé où par rapport au centre, de la photo? Le centre de la photo, c'est ça qu'on appelle le point central. Donc, vous devez savoir que dans l'image, il y a le point central de la photo. Le point central de la photo a sa correspondance au sol. Maintenant, l'objet M là, M c'est un objet de la zone de terrain à imager. Et donc, M peut se positionner à une certaine distance du centre de l'image, du point central. Donc, vous voyez. Alors, donc, il y a plusieurs types de géométrie. Géométrie canonique, géométrie cylindro-conique. Tout ça là, c'est par rapport à des projections. En fait. Alors, je viens ici. L'image est une droite. La notion de point de fixe. Alors, donc, qu'est-ce que je veux dire? Chaque point de l'image va être représenté et en s'appuyant sur le centre optique O qui est ici. Donc, une droite, l'image d'une droite et d'un point de fixe. Donc, ici, on représente cette droite-là. Tous les points qui sont sur cette droite-là, on les représente dans le plan image. Et on va parler de point de fuite. Le point de fuite, c'est alors,
voici une droite. La droite, elle est infinie là. Mais moi, si j'ai ma zone, sur cette droite-là, j'aurai la limite, j'aurai les 2 points extrêmes. Et donc, le point de fuite, c'est que chaque point image qui est sur une droite va avoir l'image à l'infini là. Le point de fuite, ça sera quoi? Ça sera par rapport au centre de l'image, au point central, l'image est où? Vous voyez, au fur et à mesure, j'ai quoi ici? Un point là, après j'ai un point ici, après j'ai un point ici. Au fur et à mesure, ce point-là va se déplacer. Il va se déplacer par rapport au centre, au point central I. Ça va se déplacer. Donc, c'est ça qu'on appelle ce déplacement, c'est le point de fuite. D'accord? Oui. Alors, je prends un exemple ici. Prise de vue verticale, voici le point central. C'est le point A. Donc, voici la photo. Le point central est là, c'est le centre de la photo. Maintenant, il a sa représentation au sol aussi. Bien, maintenant, les points images qui sont éloignés du point central vont constituer les points de fuite au fur et à mesure. Et donc, en fonction de sa position par rapport au point central, l'image va être déformée. Et ce sont ces déformations qu'on va corriger. Alors, je vais venir ici de l'écriture mathématique de l'image. Alors, vous voyez que sur la photo, je vais représenter des objets qui sont au sol. Alors, les objets qui sont au sol sont en quelle dimension? Objet au sol 3D. L'objet, le point M a X, Y et Z. Mais dans la photo, est-ce que vous voyez Z là? On a X, Y. Donc, la fonction mathématique de l'image, c'est on passe de 3 dimensions à 2 dimensions. Vous avez compris? Donc, du terrain, on sort un cliché. Alors, la photographie égale à quoi? La perspective conique qu'on vient de voir en faisant des projections là, plus la correction que nous allons apporter, c'est l'association des deux qui donne la photographie. D'accord? Ah, je vais vous embrayer ici. Alors, pour faire ces corrections dans une image, vous devez lire pour comprendre. Alors, voici le plan image qui est tracé là. Grand M, c'est le point au sol. D'accord? S, c'est le centre optique. N'est-ce pas? Et M, mon petit m, c'est la représentation du point objet qui est au sol sur le plan image. Donc, vous avez le plan image. Si on a compris ça, c'est déjà bon. Alors, maintenant, je pars de 3D à 2D ici. C'est compris? Alors, du point M à son image, petit m dans le plan image, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai une droite qui relie grand M, le centre optique et le point petit m. D'accord? Donc, maintenant, en faisant une projection, je vois que dans le plan image, le point de fuite par rapport va être, par exemple, ce point-là où on a le PPA là. Donc, quand je vais relier la distance entre le centre optique et la projection que je fais ici va permettre de me définir ce paramètre qu'on appelle le PPA. Bon, je vais vous laisser aller lire d'abord. Vous allez partir lire pour comprendre. Je ne vais plus expliquer les formules, je vais juste expliquer ce qu'on fait avec. D'accord? Alors, le PPA, c'est le point principal d'autocollinéation. Donc, pour chaque point de l'image, vous allez déterminer le PPA. Vous devez connaître le R, vous devez connaître F, vous devez connaître le PPA
Et donc, on va utiliser ces paramètres-là pour corriger l'image. Bien, maintenant, je passe de l'écriture matricielle de l'image. Ce que j'avais là-bas, c'était l'écriture, la fonction de l'image, l'écriture matricielle. Je vais venir donner une écriture matricielle à l'image. Petit m est égal à ce que vous voyez là. D'accord? Donc, ne vous laissez pas distraire par les formules. Ce que vous devez savoir, c'est que petit m, là, on applique la fonction matricielle et on a, à partir de grand M, on a le petit m. C'est tout. Alors, dans cette écriture matricielle, on va avoir 6 inconnus. Retenez qu'on va avoir 6 inconnus. Donc, on va sortir la matrice. D'accord? Et à travers cette matrice, on va générer notre image qui est x, y, petit x, y. Et je vais prendre le point PPA, le x et le y PPA. Je vais ajouter la correction, voici la correction qui est ici, cette matrice-là, pour avoir mon point image matricielle. Donc, pour la correction, on va vous donner des paramètres et on va calculer ces paramètres-là pour modéliser l'image. Donc, on vous dira que pour la correction de l'image, on va corriger, on va calculer un paramètre qui est le DR. Une fois qu'on arrive à calculer ce paramètre DR, alors on va corriger tous les points de vue. Donc, on va vous montrer comment calculer ce DR-là. Voilà. Pour ne pas casser sa tête avec toutes les formules. D'accord? Alors, la deuxième correction, c'est la correction qui est due au capteur. Donc, c'est maintenant on va rentrer dans les corrections. La correction due au capteur. Bien. Au niveau de la correction due au capteur, le capteur peut avoir des erreurs dues à la distorsion. Et donc, c'est la distorsion là que nous allons voir. Vous voyez, ces messieurs, ils sont assis, non? Ils ont mis des balises au sol. Et ils sont en train d'observer quoi? C'est une façade de quelque chose. Quelle est la tendance d'observation quand eux, ils regardent? Vous avez l'impression que le bâtiment là est déformé. C'est vrai, non? Parfois, vous allez, il y a des immeubles en construction, vous êtes en bas, vous regardez l'immeuble. Là, c'est penché. Vous avez la sensation que le pied est penché. Parfois, vous voyez que les fenêtres là-même n'ont pas les mêmes tailles. C'est la perspective. Tout simplement. Donc, c'est ça on essaie de corriger. Donc, soit c'est dû au capteur, soit c'est lié à l'environnement. D'accord? Alors, voici la correction qu'on va apporter. Dans tout ce qui est là, c'est ça là, vous allez regarder. Alors, voici le plan image, qui est cette droite-là. Ici, c'est le centre optique. Un faisceau qui vient comme ça dans ce milieu va passer par le centre optique et venir sur le plan image. Ça, c'est ce qu'on connaît. Alors, maintenant que on prend notre optique, l'optique parfaite, c'est quoi? C'est que le point M qui est au sol ici, son image, c'est le petit point M'. Dans le plan image, voici sa représentation dans la photo. L'objet est grand M ici. L'objet va traverser le centre optique et on projette ce point image dans le plan image. D'accord? Qu'est-ce qu'on constate? En réalité, c'est ici qu'on devait avoir le point M. Mais dans la photo que vous allez prendre là, le point M va venir ici. Donc, toute cette prise de vue avec la caméra, si vous utilisez l'image comme ça, vous allez faire des erreurs de distance. Donc, pour chaque caméra avec ses paramètres, comment corriger les distances dans cette image? C'est de venir calculer cette petite distance-là.
cette distorsion linéaire là, voilà ce qui est ajouté à l'image que nous on doit corriger avant de l'utiliser. Donc on doit calculer le DR. Donc pour calculer ce DR là, on va vous donner une formule pour calculer ce DR là, c'est tout. D'accord? Alors, on a parlé de PPA, on n'a pas encore parlé de PPS. Le PPS, c'est le point selon la ligne horizontale qui n'a pas suivi de déformation. Le point PPA, c'est le point principal d'autocollinéation, ça veut dire que c'est le point M qui est déformé, qui a suivi la déformation. Et nous, on va calculer cette déformation-là pour ramener ce point-là à ici. C'est compris? Voilà. Voilà, donc, le point principal de symétrie, lui, il n'a pas changé. Donc, on a le point principal d'autocollinéation qui a changé. Et donc, on va déterminer pour chaque image le DR et on va calculer ce DR là. Donc, ce DR, voilà l'image que vous allez. Quand on prend la photo est comme ça. Ou bien la photo est selon ce qui est ici. D'accord? Donc, nous, on doit l'amener à être comme ça. C'est bon? Alors, l'équation maintenant, il faut calculer. On va faire une projection. Ce plan que vous voyez là, c'est le plan image qui est là, d'accord? Voici le point PPS non déformé avec son axe. Et voici le PPA ici. Et voici notre point M. Donc, la différence, c'est ce D là qu'on doit calculer. C'est compris? Et on dit quoi? Cette distance du PPS au point M plus le DR, ça fait un R'. Donc, nous, on va venir sortir notre DR, c'est tout. C'est compris? Nous, on va venir sortir notre DR. Donc, DR, c'est la distorsion. Hein? La distorsion radiale, d'accord? Et donc, pour calculer ce DR, qu'est-ce qu'on fait? On montre que, d'abord, on va vous donner des coordonnées du PPS. Donc, XPPS, bon, XPPA, YPPA. Et on va vous dire que, voici notre équation DR, là. Ça sera A, R au cube, plus B, R5, plus C, R7. Donc, le R, là, vous l'avez, c'est le DR que nous, on va calculer. Donc, si vous avez R, on vous donne les paramètres A, B et C. Ça veut dire quoi, A, B, C? On a mis ça ici, non? En haut, là-bas. A, B, C, là. Non, j'ai pas mis. Alors, c'est quoi A, B, C? J'ai pas encore mis. Ce sont les coefficients, hein? On vous donne ces paramètres. Et vous calculez DR, c'est tout. Voilà. Donc, voilà comment calculer DR. À travers cette équation, vous calculez votre DR. Donc, dès que vous connaissez cette valeur DR, le logiciel prend en compte cette valeur DR. Donc, calculer DR, c'est pas compliqué, c'est facile. On vous donne R, vous avez A, B et C. Et donc, vous calculez DR, c'est tout. C'est application numérique. Exemple de distorsion. Alors, le faisceau, là, lorsqu'on l'observe sur une courte distance, on a l'impression que c'est droit. Alors qu'en réalité, il y a une déviation du faisceau. Et donc, c'est ce qui permet de venir, c'est ce qui fait que, au lieu d'avoir le point M', on a le point là, petit m, on a le point là en petit m'. Et donc, c'est ça, on corrige. Connaissant A, B et C, A, B et C sont les coefficients du polynôme de distorsion. Et donc, vous appliquez l'équation et puis vous calculez votre DR. Alors, pendant la prise de vue avec une caméra optique, vous allez avoir ces distorsions-là dues au canal bleu, vert et rouge.
Donc, quand vous prenez la photo, dans le visite, vous avez les trois couleurs là. Voilà, il y a les informations pour chaque faisceau. Alors, au TP, on va calculer. Voici un exercice qu'on vous donne pour calculer les distorsions DR. D'accord? Voilà. Donc, ça, vous pouvez le faire. On vous donne un fichier d'étalonnage. Donc, les paramètres A, B, C, là, hein, sont compris dans le fichier d'étalonnage. Donc, dès que vous avez le fichier d'étalonnage, alors vous avez ABC. Et le test va vous donner de calculer R. Si vous avez R, alors vous pouvez calculer la distorsion de R. C'est bon? Donc, ces termes-là, ça correspond à quoi? Donc, on a étalonné une caméra Canon 1000D. Voilà son fichier d'étalonnage. Donc, dès que vous regardez le fichier d'étalonnage, vous devez reconnaître chaque terme et puis calculer DR. D'accord? La correction due au capteur, c'est ce que ça va nous permettre d'obtenir. La correction due au capteur, c'est la même chose. C'est la même chose. Étalonnage, distorsion, tout ça, c'est fichier d'étalonnage. Hein. Voilà. Alors, donc, la correction due au capteur, on va corriger les distorsions. Mais aussi, il y a des déformations dues au film. Il y a des déformations dues au capteur, mais dans le capteur aussi, il y a des films et il y a des distorsions. Donc, il y a des calculs qui sont effectués là-bas également. Alors, correction due au capteur, voilà une image que vous avez. Voici l'image, c'est la photo là qu'on a obtenue. Maintenant, la carte qui est à gauche là, c'est une carte de référence qui a des coordonnées qui est déjà connue. Et vous prenez votre photo. Dès que vous avez pris la photo, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des points fiduciaires qui sont dans la photo qui permettent de déterminer le PPA. Et donc, dès qu'on a ça, d'accord, dès qu'on a ça, alors on va positionner cette photo-là de telle sorte qu'elle puisse être superposable à ça. Donc, on va passer d'un système image de référence, on va passer au système de l'appareil et on va sortir un système faisceau où l'image est corrigée. Voilà. Donc, on passe d'un système image, système de l'appareil, à un système de prise de vue. Voilà. Un exemple de calcul. Alors, l'exemple de calcul ici, l'étalonnage de la caméra va nous donner ce qu'on appelle l'orientation interne de la caméra. Nous avons ces fichiers d'étalonnage là. Hein? Voici le certificat qui est là. Nous avons les repères de mesure et tout cela. Alors, ces données-là, on les transforme dans ce tableau-là, tableau lié au film. D'accord? On a les coordonnées X, Y, d'accord? Et on a les paramètres A, B, C, D jusqu'à F, selon les degrés du polynôme. D'accord? Et donc, on fait notre calcul. On va faire ça au TP, c'est pas un problème. À côté de la correction du capteur, il y a la correction due à l'environnement. L'environnement, c'est quoi? C'est la courbure de la Terre, ce sont les réfractions et ce sont les passages du diplôme. Est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez, les gens ont fait ce qu'ils avant, vous voyez comment ils ont fait. Et ils sont forts. Voilà. En réalité, vous devez faire ça et après, maintenant, on passe à des matériaux où il y a le lycée, tout est fait dans le lycée déjà. Donc, nous, on va apprendre à corriger la distorsion due à la caméra pour calculer PR. Pour n'importe quelle photo que quelqu'un vous donne, vous devez pouvoir consulter le catalogue
le fichier d'étalonnage de la caméra. Dès que vous consultez le fichier d'étalonnage de la caméra, vous pouvez corriger la photo. Même les images drone qui sont prises, pendant le traitement, le logiciel va fournir un rapport. À chaque étape du traitement, le logiciel vous fournit un rapport et dans ce rapport, il y a l'étalonnage de la caméra. L'étalonnage pendant la prise de vue, il y a l'étalonnage amélioré que le logiciel produit pour vous dans ce rapport. Donc voilà un peu, on s'arrête là. Donc, déformation due au capteur, on va pratiquer ça. Déformation due à la courbure de la Terre, ça, si je vous donne un exercice là, vous aurez mal à la tête. Oh. Mais une année là, il y a une promotion, ils ont fait ça. Ils ont calculé pour la courbure de la Terre. Je vais donner ça pour faire l'examen. Certains sont passés, ils n'aiment pas. D'autres, mais ils ont pratiqué. Puisqu'on a fait l'exercice pratique et ils ont compris. Hein? Pour comprendre, il ne faut pas regarder la formule. Il faut comprendre le processus, c'est tout. Si tu regardes la formule, tu seras découragé. Ok, donc voilà, on s'arrête là. Mais néanmoins, on vous parle de la déformation due à l'environnement. Voilà comment ces déformations se présentent. Hein? Donc voilà, 3 objets, le plan de projection. Selon le centre de l'image, voilà comment la correspondance se fait à cause de la courbure de la Terre. Vous voyez ici, si on veut calculer l'erreur, hein, voici le point qu'on recherche là. C'est le point I. Le point J qui est là, selon la courbure de la Terre, vous voyez, sans la courbure de la Terre, on arrête A, on arrête là. Mais à cause de la courbure de la Terre, le point est ici, J'. Et donc, qu'est-ce que nous, on doit faire? On doit corriger cette distance-là. Cette distance, petit h là, on doit calculer. Donc, une fois qu'on a on a calculé cette valeur h là, c'est fini. Hein? Non, h ici, c'est l'altitude de vol. Pardon, c'est pas h là, on calcule. On a le rayon de la Terre, on va venir calculer. On va calculer. C'est I, on calcule, non? Voilà, on calcule dxy. On calcule delta x, y et delta z. Voilà, on calcule delta x, y et delta z. Voilà, donc on va venir calculer celui-là. Delta x et delta z. Dès qu'on connaît delta x et delta z, alors on aura corrigé l'image. D'accord? Voilà. Donc, voilà des exercices pratiques que je donne et vous devez être capable de faire ce calcul-là. Bien, donc voilà un peu expliquer les différentes déformations. Quand il y a une déformation due à l'atmosphère, voilà la formule pour calculer. Les déformations dues à l'atmosphère, hein, il y a un rayon théorique et un rayon réel et on calcule delta Z atmosphérique. Là, on dit delta Z atmosphérique. Alors, le point M qui est là, c'est le point objet. Voici le centre focal, le centre optique, pardon. Et donc, le point image est ici M'. Donc, cette différence d'altitude-là, delta Z là, on calcule. Une fois qu'on a calculé ça, on aura corrigé l'image en tenant compte de l'atmosphère. Voilà. Bon, vous avez ça en guise de... Ouais. On a fait quelques applications numériques. Voilà. On va faire des exercices comme ça. Vous allez comprendre. Et en conclusion, on dira quoi? En photogrammétrie, on va s'appuyer sur un référentiel au sol, une image de référentiel
peut être un support carto et on va modéliser la fonction mathématique de l'image et aussi on va donner l'écriture vectorielle et l'écriture matricielle de l'image et calculer les différentes déformations qui sont dans l'image. Une fois qu'on a fini de calculer les déformations, alors on prend en compte ces valeurs de déformation-là pour l'image et on va avoir une image selon le bilan de la formule, on va passer, on va obtenir une image telle que vous voyez hein, orthophoto plan. D'accord? Donc, le résultat que vous allez avoir là, tous ces processus là sont appliqués dans les photos prises, les photos aériennes qui sont prises pour obtenir ça. Question? Maman, elle a été trop poser question. Ah, c'est ça. Hein. On est obligé de faire la règle. Avant ça, LMD, 40 heures de pratique. Avec le LMD, même dans le 20 heures, nous aimons recevoir 12 heures et une boule d'arrivée 8 heures. Donc, c'est le 20 heures. Donc, avec l'apprenant 12 heures, donc 8 heures à la boule. Ça va, c'est bon. Alors, la séance prochaine, on va faire TP. TP sur comment calculer à partir d'un plan de vol, comment calculer les paramètres d'un plan de vol, d'accord? Et puis, comment calculer le nombre de photos qu'il faut pour couvrir une zone selon les caractéristiques qu'on vous donne. Nous, on va calculer cela. Et puis, on calcule une des déformations avec le DR. C'est bon? Voilà. Donc, on va faire, la séance prochaine, on va faire ce TP-là. Alors, c'est ça qui est le TP1. TP1. TP1, voilà. C'est ça qui est le TP1. Bon, ici, vous allez faire un peu d'analyse photogrammétrique à partir des couleurs. D'accord? On vous donne l'intensité de la couleur. Vous allez identifier les objets. Voilà, vous allez identifier les objets. D'accord? Ensuite, voilà, on va calculer DR. Donc, on va calculer DR. Voilà. Vous calculez. C'est bon? Vous voyez que c'est pas compliqué. On va calculer aussi dû à la courbure de la Terre. On a fini, on a fini. Donc, voilà ce qu'on va faire la prochaine fois. On va faire ces calculs-là. Voilà. Bien. Voilà. Comment calculer le nombre de photos? Voilà, on va calculer tout ça là. C'est tout. C'est bon? Donc, à la prochaine. Merci.